Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Culture Soccer. Antoine Latran ici, toujours présent avec Adi Raphaël. Bonjour Adi, comment ça va ? Ça va, et toi Antoine ? Ça va très bien. On enregistre juste pour que vous le sachiez, chers auditeurs, le 1er mars. Donc nous sommes entre le match de Seattle et de LAFC contre Miami. Donc voilà, si vous ne nous entendez pas parler de ce résultat à l'antenne, c'est parce que ça se joue dans quelques minutes. Mais on va parler dans ce podcast plutôt de la CONCACAF Champions League et puis un peu de nos prédictions MLS. Ensuite, on avait fait un gros article guide MLS, je pense pas que vous ayez pu le rater, mais il est sur notre site si jamais c'est le cas. Vous avez vraiment un débrief complet de chaque franchise avec nos prédictions à la fin et on va parler un petit peu des différences qu'on a eues, Adi et moi, sur ces prédictions et pourquoi. Mais tout d'abord, la CONCACAF Champions League. Adi, tu étais d'ailleurs invité en presse, on va dire, pour l'Impact de Montréal à CONCACAF Champions League. On va peut-être juste commencer avec ça. Comment c'était ? Est-ce que le stade olympique est sympathique ? Ouais, c'était super cool. C'était la première fois que Culture Soccer recevait une carte de presse pour un match de Champions League. Je suis allé, c'était très très cool de rencontrer tous mes collègues journalistes. On a beaucoup parlé. C'était assez sympathique, assez enrichissant. J'ai eu la chance de serrer la main d'Olivier Renard, ce qui était quand même assez intéressant aussi. Puis parler à plusieurs personnes, faire un peu de contact, mais aussi bien évidemment suivre le jeu et le match d'un autre point de vue, du côté d'un journaliste, où c'est beaucoup plus... On voyait qu'autour de moi, c'était vraiment des gens qui étaient là, oui, pour les plaisirs, mais le premier... oui, il y avait le plaisir, mais c'était juste en second le plaisir, mais en premier, ils étaient là pour leur travail. Donc, il y avait quelques petites discussions à la mi-temps de ce qu'on pensait, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce que Thierry Henry devrait faire, ainsi de suite. Mais le reste du temps, on était tous en train de prendre des notes pour, bien évidemment, certains de mes collègues pour des articles, moi, soit pour un article, soit pour un podcast. J'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Donc bref, il y a plein de petites notes qui ont été prises par rapport à ça. Donc voilà, c'était intéressant, c'était enrichissant. C'était une très belle expérience à t'entendre. Et donc, on va parler de cette compétition de la Champions League avec tout d'abord Atlanta United. On va commencer par eux, les champions MLS 2018, qui affrontaient Motagua, un club hondurien. Et le premier match, c'était en déplacement, c'était soldé sur un 1 partout, un score un petit peu compliqué pour Atlanta, qui s'est heureusement bien rattrapé avec un 3-0 à la maison. Au retour. Au niveau des buts, c'est Joseph Martinez qui a marqué le premier but lorsqu'il s'était déplacé. Et puis au retour, c'est Joseph Martinez qui a aussi marqué, mais entre deux buts de Pity Martinez. 4 buts de Martinez pour passer pour Atlanta United. On n'a pas appris grand-chose, j'ai trouvé, de la tactique de Frank de Boer, si ce n'est qu'une chose, peut-être qui s'est révélée, et puis qui a un peu aussi continué contre Nashville hier soir, c'est que je pense qu'Atlanta va jouer beaucoup moins sur les ailes cette saison, et ça va être un peu plus centré sur le trio Joseph Martinez, Pity Martinez et Ezequiel Marco. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, je pense que c'est ça qui va être fait. Après, t'as Emerson Hindman qui est au milieu de terrain, qui fait du bien. Il a marqué un beau but aussi en MLS face à... Ils étaient où ? Ouais, c'est ça, à Nashville. Donc bref, non, ça a l'air que ça change de ce point de vue-là. Après, on a encore le système avec les 3 défenseurs centraux. Un système qui est vu aussi autre part en MLS maintenant. Donc bref, c'est du Frank de Boer, tout craché en fait. Pour ceux qui l'ont suivi à travers sa carrière d'entraîneur, il a toujours privilégié cette tactique avec 3 défenseurs centraux. Puis ça marche bien à date, donc c'est pas extraordinaire, c'est pas flamboyant, mais c'est efficace. Et puis c'est ça qu'il faut. Et puis c'est à mon avis l'année aussi où il aura ses propres pièces, puisqu'il a pu en fait un peu faire bouger les joueurs qui n'étaient pas là, qui étaient là quand il est arrivé déjà, et puis en faire arriver des nouveaux. Donc cette équipe ressemble probablement plus à ce qu'il a en tête, en tout cas pour la saison 2020. Mais oui, ça augure des bonnes choses pour Atlanta. Une belle victoire assez simple contre Motagua. Et un autre club qui a un nouveau coach et qui a aussi affronté un club qui venait
pardon, des Caraïbes, c'est le New York City FC qui s'est battu contre San Carlos du Costa Rica, pardon. Le premier Pas match des était assez Caraïbes, étrange. par contre. Oui, oui, du Costa Rica, c'est pour ça, je me suis rattrapé. Premier match un peu étrange, une victoire 5-3 à l'extérieur, mais assez compliqué, on va dire. Malgré les 5 buts, c'était un peu du n'importe quoi ce match, avec un triplé de Weber, un but de Cayenne, et puis un but de Mitrita en fin de match. Et puis le deuxième match, beaucoup plus contrôlé malgré un score beaucoup moins élevé, 1-0 à la maison, même si la maison était le stade des Red Bulls de New York. Malheureusement, le club ne pouvait pas jouer au Yankee Stadium, donc il a dû jouer chez ses rivaux, avec moins de 5000 fans dans le stade, donc c'est un gros problème, ça encore pour New York. Mais j'ai trouvé plus dans le rythme au retour qu'à l'aller, mais à l'aller, vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, ben n'importe quoi. Je pense que c'était aussi à l'image de toutes les équipes de MLS. On va en parler au fur et à mesure. Tu as parlé de New York et déjà d'Atlanta. Ça a été très difficile pour toutes les équipes de la MLS, le match aller sur tous les terrains. Pourquoi? Parce que c'était leur premier match officiel. Il fallait qu'ils rentrent vraiment dans le vif du sujet tout de suite avec un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est difficile, tandis que les autres clubs en face, c'était des clubs qui sont en milieu de leur saison ou vers la fin de leur saison ou qui ont 9-10 matchs dans les jambes déjà. Donc, il y a eu ce petit problème-là. On le voit aussi face à New York City FC. La différence avec New York City FC, c'est qu'il y a tellement de qualité, c'est qu'ils sont capables de marquer 5 buts quand ça va un peu moins bien en défense et quand les jambes sont un peu trop lourdes. On sait, il y a toujours l'euphorie de pouvoir marquer un but qui va te faire pousser des ailes. Mais quand tu es là à défendre, les jambes sont de plus en plus lourdes. Et on l'a vu sur le 5-3 à l'aller, que oui, c'était pas ça. Et la préparation était encore dans les jambes. Et on le voyait. On l'a vu aussi pour Atlanta à Motagua. Sérieusement, Atlanta qui fasse un match nul à Motagua, ça prouve que les deux sont pas au même niveau de préparation. Donc voilà, mais après, on a vu la qualité des joueurs de New York City FC. Excellent ces joueurs-là. Pour moi, c'est une équipe qui va faire très très peur cette année. Hébert, toujours aussi bon, 3 buts à l'aller. Mitrita, là où le bal blesse, malheureusement, c'est encore la défense. Même si au match retour, ils ont réussi à garder leur cage inviolée en faisant un 1-0. Et c'est encore Cayens qui marque le défenseur central. Voilà, je pense que aussi il a réussi à faire un peu tourner entre l'aller et le retour. Pas énormément, mais quand même un peu. Parce que quand même, par exemple, Hébert n'a pas joué au match retour face à San Carlos. Donc voilà. Mm-hmm. Ouais, c'était pour affronter Columbus aujourd'hui même, un match d'ailleurs qui se soldait sur un résultat 1-0 pour Columbus à cause d'un carton rouge très tôt dans le match, mais je suis d'accord et ça m'a fait mal tourner, mais le milieu de terrain était assez solide, j'ai trouvé en deuxième match. Franchement, Ring Sands et Morales, c'est assez lourd du côté de New York City FC. Je pense qu'en effet, c'est plutôt une très bonne saison du côté de New York. Et puis c'était le premier match aussi de l'entraîneur Ronny Leila, donc voilà, ça nous a donné quelques indications peut-être sur le jeu qu'il voulait donner, mais Hébert est un peu un choix original, je trouve, pour un titre de meilleur buteur, mais qui sait, cette année, ça pourra peut-être être son année, surtout qu'il est très bien couvert avec Maxime Morales, avec Mitrita, il y a des bons donneurs de ballon, donc pourquoi pas du côté de NYCFC, donc qualifié en quart de finale, ce qui n'est pas le cas d'un autre club, un autre club qui a fait un petit peu le seul club MLS qui n'est pas qualifié pour ces quarts de finale de CONCACAF Champions League, c'est Seattle, c'est la grosse surprise, les champions MLS 2019 sont tombés face à Olympia, et avec 2-2, Olympia qui est un club hondurien, 2x2 à l'extérieur comme à domicile, et finalement au tir au but, Christian Rodan et Kevin Lerdam ne marquent pas, et donc ça fait 4-2 pour Olympia au tir au but. C'est un peu la déception de la MLS, puisqu'ils avaient un tableau plutôt simple, pas de Mexicains normalement jusqu'en demi-finale, comme l'Impact de Montréal, et malheureusement, ils n'avancent pas plus loin. Toi qui as vu pas mal de matchs aussi, tu me parlais du gardien de but d'Olympia qui avait été très bon. Est-ce que c'est juste le gardien de but ou c'est aussi Seattle qui a pêché dans le dernier geste? En fait, je veux parler des deux matchs séparément. Okay? Déjà, le premier match, si on voit le match, c'est encore une fois le lot des équipes de MLS où les jambes ont été lourdes. Si on voit que Seattle menait, par exemple, 2-0, et c'est après l'heure de jeu que Olympia a pu marquer le premier but, et puis après, dans les 10 dernières minutes, le deuxième but. Donc là, on peut comprendre pour le premier match, c'était difficile
parce qu'on avait Seattle qui avait encore la préparation dans les jambes. Pour le match retour, je dirais, ils ont été chanceux, les joueurs de Olympia. J'ai trouvé que Seattle a vraiment dominé le match de tous les points de vue. J'ai trouvé assez bizarre de voir, bon, ils ouvrent le score à la 4e minute. On sait, il y a toujours des petites périodes de flottement dans les débuts de match. On sait aussi déjà que du côté de Seattle, c'est une nouvelle charnière centrale, par exemple. Ça aide pas. Et puis après, c'est dans les 4-5 dernières minutes. Donc, qu'ils ont égalisé Olympia, parce que Seattle a marqué 2 buts avec Roldan et le Brésilien, là, João Paulo. Mais ce qui a été dangereux, le gardien a été très bon durant le match, mais aussi durant la séance des tirs au but où il a vraiment joué avec l'adversaire. Il faisait c'est la première fois que je voyais des trucs comme ça. Il provoquait les tireurs de penalty, mais vraiment en les provoquant. Il allait sur le côté droit, il leur disait allez, tire ici, puis revenez au centre. Il venait non, tire ici. Et puis ça a vraiment débalancé et déconcentré, selon moi, les tireurs de penalty. Surtout que bon, on s'entend que Leerdam et Roldan, c'est pas non plus des canonniers qui sont habitués à tirer 75 penalty l'année. Donc ça a joué de ce point de vue-là. Il faudrait peut-être que d'autres gardiens essaient de déconcentrer comme ça les joueurs adverses. Mais bon, c'est une grosse déception, je trouve, pour Seattle, parce que sur l'ensemble des 2 matchs, si jamais je pense qu'on était à la 3e ou la 4e semaine de la MLS et que ces 2 matchs-là auraient été joués, je pense que ça aurait été 2 scores complètement différents avec des scores fleuves à Seattle, selon moi. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis en plus, ça se fait sans Lodeiro. Il n'y avait pas non plus Svensson, pas le titulaire qui manquait, comme tu l'as dit, des nouveaux qui n'étaient pas encore installés. C'est dommage parce que c'était un peu l'année où ça aurait pu fonctionner. On sait que Seattle, de toute façon, la saison régulière, c'est pas leur truc, donc ils auraient pu en profiter. Mais c'est pas fait. On va voir un petit peu comment du coup ça impacte peut-être leur saison régulière. Est-ce qu'ils vont se concentrer plus sur ça ou alors peut-être sur l'US Open Cup. À voir un petit peu du côté de Seattle, mais c'est vrai que c'est une opportunité assez manquée. Seattle n'a jamais vraiment trop fait en CONCACAF Champions League, j'en ai passé les quarts, il me semblait, donc c'est dommage de les voir s'arrêter là. Mais ils ne rencontreront donc pas les derniers qualifiés, les avant-derniers qualifiés, je me suis avancé un peu trop, mais parce que j'étais très excité de parler de l'Impact de Montréal, vu que tu étais au stade pour le match retour. L'Impact de Montréal qui s'est qualifié contre Saprissa, le géant costaricien. 2-2 à l'aller quand ça se jouait au Costa Rica, puis 0-0 à la maison, un match où tu étais donc en tribune presse. C'était le match retour et on l'a vu pourquoi, Thierry Henry l'a expliqué, c'était avant tout de défendre le but, de ne pas prendre un but à l'extérieur. Et est-ce que ça a beaucoup montré sur la tactique que Thierry Henry allait utiliser cette année? Écoute, Thierry Henry est pas dupe, il s'y connaît. On a vu encore lors du premier match, c'était, comme je l'ai dit, pour toutes les équipes MLS, l'Impact avait marqué les 2 premiers buts, puis après, bon, c'est la fatigue dans les jambes, et ainsi de suite, puis ça a fait 2-2. Puis au match retour, il savait que en premier, bon, l'Impact était encore en pleine préparation, c'était le 2e match de l'équipe, en sachant que 3 jours plus tard, ils avaient joué aussi un autre match au Stade Olympique contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et il s'est dit, ok, j'ai 2 choix. Soit je vais essayer de jouer le jeu, puis à ce moment-là, je peux me faire contrer, puis à ce que je marque un but, soit je bloque, puis j'essaie de profiter des espaces. Et te dire très franchement, c'est ce qu'il a fait. C'était pas beau à voir. L'Impact de Montréal, chez elle, à domicile, a eu juste 29% de possession. C'était pas un beau match, c'était très, très, très défensif. Par contre, très sérieusement, si tu regardes le nombre d'occasions franches des 2 côtés, il y en a eu 2 de chaque côté. Donc, même avec si peu de job, je trouve. Pardon. Oui, il y a eu un gros arrêt de job à la fin, surtout à la 89e minute, où le match, où sur le retour, le joueur costaricien aurait dû marquer. Mais pour moi, ça peut arriver dans n'importe quel match. Même si je vois un match d'une équipe de division 1 contre une équipe de division 10, il va y avoir l'équipe de division 10 va avoir une occasion de marquer. Et malheureusement, pour moi, l'écart a été déjà aussi grand que ça. J'ai pas eu peur dans ce match-là. Et c'est ça que j'essaie de dire. J'ai eu peur du coup de destin où sur la seule occasion franche, ça a pris sa marque. Mais en tant que contrôle du match, Montréal avait le contrôle du match malgré le manque de possession.
ils n'ont pas été vraiment mis en danger selon moi. Je pense que si jamais l'Impact était aussi à 4-5, avec 4-5 matchs dans les jambes de plus, ben, je pense que le score a été complètement différent. On aurait vu une domination de l'Impact de Montréal, tellement je pense que l'écart entre les deux était quand même assez gros. Quand tu penses que du côté de Saprissa, les deux meilleurs joueurs, c'est des anciens joueurs de MLS qui étaient même pas des stars en MLS. Donc Bolaños qui a maintenant 36 ans, puis Venegas qui a maintenant 32 ans, qui étaient des joueurs corrects en MLS et pas plus. Ben, ça prouve la différence, l'écart entre les deux franchises. Ben, c'est la même chose aussi parmi toutes les autres équipes de la MLS qui ont joué à part une. C'est pour ça que je trouve dommage que Seattle s'est pas imposé face à Olympia, parce que je pense, même si l'écart n'est pas aussi grand que les deux, parce que Olympia est bien plus fort que Saprissa, ça reste que Seattle aurait dû s'imposer. Ben, la même chose du côté de l'Impact de Montréal. Ouais, je sais pas si tu penses vraiment qu'Olympia est plus fort que Saprissa? Oui. Ouais, je vais te dire pourquoi. Ouais, vas-y. Ouais, je vais te dire pourquoi, parce que Olympia, sur les coups de pied arrêtés, ils sont extraordinaires, eux. Bon, c'était les seules occasions, quoi. Ouais. Ou alors c'est Seattle qui était vraiment déplorable, mais ouais. Parce que je les ai pas trouvés. Bon, il y avait des bons joueurs, mais normalement le championnat costaricien est quand même plus relevé, mais ouais, c'est dommage. Pour Seattle, je suis d'accord. Ça aurait fait 5 clubs en plus en quart, ça aurait été quand même très bon, mais Montréal qui a pris une très bonne décision de peut-être de laisser, comme tu le dis, le bus devant le but, et puis voilà, d'assumer un petit peu après. Thierry Henry était complètement franc en plus, c'est ça que j'ai bien aimé, il n'y avait aucune langue de bois, il est bon comme d'habitude, non, mais il était très franc sur le fait que voilà, il fallait ne pas prendre ce but à l'extérieur, et que Montréal avait fait le plus gros finalement avec les 2 buts à l'extérieur à l'aller. Donc voilà, mais est-ce que d'ailleurs toi qui étais au stade olympique, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas forcément le stade domicile de Montréal, est-ce que ça va se jouer aussi là-bas, les quarts de finale? En fait, les quarts de finale, oui, ça va se jouer. En fait, toute la Ligue des Champions va se jouer au Stade Olympique. Ça, c'est sûr. Parce que, bien évidemment, on n'est pas en état de recevoir au Stade Saputo. Vu le temps et le climat ici à Montréal, c'est impossible de jouer dehors. Et en plus, le Stade Saputo n'est pas bien équipé pour des matchs en hiver. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce que c'est compliqué entre la ville et Joey Saputo qui veut faire des rénovations, sauf que s'il fait ces rénovations, ben, ça monte la valeur du stade olympique, ce qui fait qu'il a plus d'impôts sur son stade, donc ce qui fait que c'est ridicule, c'est vraiment quelque chose de ridicule, c'est de la politique, et j'espère qu'à un moment donné ça va s'arranger, mais c'est vraiment à cause de ça. Donc bref, oui, ça se jouera au stade olympique dans le futur, je suppose. Ah, mais c'est vrai qu'un toit, ce serait pas mal en effet dans cette région où là il fait combien chez toi en ce moment? Maintenant, c'est pas la fin du monde, je pense, -10. Donc, ouais, ça va. Non, quand même. Ouais, quand même. Ça Ça fait va. un peu froid pour quitter la Champions League. Finalement, ouais, je comprends pourquoi il s'exile au stade olympique. Et on peut enchaîner sur le dernier des matchs, le dernier des confrontations, si tu es d'accord et que tu as rien d'autre à rajouter sur Impact. Allez, Non, j'ai rien d'autre à ajouter, sauf que, bon, écoute, j'ai bien aimé une chose que Thierry Henry a dit en conférence de presse, que c'est la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il a dit, on a fait ce qu'on a fait, ce qu'il fallait faire, le beau jeu viendra après. Donc, ouais, l'important, c'est les 3 points. C'est ça. Non, mais c'est pas les 3 points, vu qu'il n'y avait pas de points en jeu. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, il l'a encore en tête, parce qu'il a dit dès le début, moi, je veux vraiment donner du beau jeu à Montréal. Sauf que, ben, c'est pas encore le moment, parce que, il y a la préparation, les jambes sont encore trop lourdes pour faire du beau jeu. Et on a vu la différence, et on en parlera, je suppose, plus tard, avec le match face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, où il y avait beaucoup plus de beau jeu. Ouais, c'était plus facile en effet samedi contre la Nouvelle-Angleterre, comme tu l'appelles. Et oui, c'était un match plus intéressant, je trouvais aussi sur le plan tactique. Mais finissons par le dernier match, le dernier des 8e de finale où il y avait un club de MLS. C'était le LAFC, le Los Angeles Football Club, qui avait le plus dur des tirages au sort contre León, un club mexicain qui les a battus le 19 février à l'aller 2-0, et on pensait un petit peu le LAFC enterré parce que ça ne s'était jamais fait, rattraper comme ça 2 buts pour un club de MLS contre un club de Liga MX, et ça a été fait par le LAFC. Gros match le 28 février, une victoire 3-0 contre León à la maison.
dans un stade vraiment survolté avec énormément de fans. C'est incroyable. L'ambiance au LAFC, c'est vraiment un stade, à mon avis, qu'il faut faire si on a la chance d'aller à Los Angeles. Un doublé de Carlos Vela et un but de Diego Rossi qui a permis à l'équipe de Bob Bradley de se qualifier en quart. C'est assez surprenant cette victoire. Je pense que tu es d'accord avec moi, Eddie. Mais Oui. ce qui est aussi surprenant, c'est qu'ils sont arrivés sans numéro 9, encore une fois. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que Bradley Wright Phillips c'est pas encore prêt. Il était même pas sur le banc. Je sais pas s'il est blessé ou non. J'ai pas vu ça. Mais Wright Phillips n'était pas là non plus. Donc bref, bizarre, mais ça a marché. Puis quand ça marche, on ferme la gueule. Donc voilà, aussi simple que ça. C'est ça que moi je me pose comme question. Juste, tu vois, l'année dernière, ils avaient un problème quand Diomandé était blessé. Ils devaient jouer Rossi ou Vela en tant que numéro 9. Et là, cette année, ils ont BWP qui arrive en tant que, on va dire, doublure de Diomandé. Mais en fait, ça marche très bien sans Bradley Wright Phillips. Donc, à la limite, en fait, quand Diomandé n'est pas là, autant commencer avec Vela en 9, comme c'est censé être le cas ce soir contre Miami ou Rossi. Et finalement, juste faire rentrer Bradley Phillips peut-être plus tard. Ouais, bah écoute, c'est une bonne idée comme une autre. Après, les mouvements sont un peu différents en attaque. C'est sûr que tactiquement, les choses changent quand t'as un faux neuf ou quand t'as vraiment un attaquant de pointe comme Diomandé. Les joueurs, je pense, sont assez bons pour pouvoir s'adapter à ça. Des joueurs comme Vela et Rossi qui sont très, 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 très bons. Ça aide. Après, les milieux, de leur côté, je pense pas que ça change grand-chose pour eux, à part le fait que Vela doit sûrement approcher beaucoup plus souvent, s'approcher des milieux pour prendre le ballon et dribbler avec au lieu de vraiment faire des courses derrière les défenseurs. Donc, ça, c'est la seule chose qui va changer pour les milieux de terrain. Mais pour les trois devant, les trois offensifs, oui, il y a beaucoup de choses qui changent dans les automatismes et ainsi de suite. Puis ça a l'air qu'ils sont courants, qui sont capables de s'adapter à cette situation-là parce qu'ils l'ont fait assez souvent l'année passée. J'aimerais aussi mentionner le but de Rossi, c'est un bijou, même si beaucoup de monde disent que c'est chanceux. Moi, je trouve que c'est extrêmement beau à voir, un but à voir pour ceux qui l'ont pas vu encore. Ouais, j'avais encore des doutes de savoir s'il avait fait exprès ou pas. Ouais, je sais pas s'ils lui ont posé la question. J'ai pas vu la conférence de presse après coup, mais en tout cas, bref, bravo à LAFC. J'aimerais juste mentionner pour ceux qui connaissent pas Léon maintenant en Liga MX. Léon est maintenant 3e de Liga MX avec 7 matchs joués. Les deux premiers ont 8 matchs joués et ont juste un point en plus. Donc, avec le match en main, si jamais Léon gagne ce match en main, ils sont premiers de Liga MX. Donc, ça prouve encore une fois combien c'est difficile de battre cette équipe-là, qui est une excellente équipe, Léon. Non seulement que c'est une excellente équipe, mais c'est quelqu'un qui est proche d'être leader de Liga MX. Et ça prouve encore une fois que l'écart n'est plus aussi gros que ce qu'il était avant. Après, on va pas dire que la MLS a dépassé la Liga MX, on est loin de ça. Par contre, l'écart est beaucoup moins gigantesque que ce qu'il était dans le passé. Ouais, non, clairement. Et puis ça fait plaisir de voir au deuxième match, les jambes étaient moins lourdes. Franchement, le premier match, Djokovic, par exemple, en défense centrale, était vraiment un peu à la dérive, comme Blackman, un petit peu. Et puis finalement, en deuxième match, ça s'est bien repris. Donc je pense que le LAFC, là, qui va commencer dans quelques minutes contre Miami sa saison, va être de nouveau un petit peu un des favoris à cette succession. En tant que gagnant du Supporter Shield, on va voir un petit peu comment ça se fait, surtout qu'ils ont recruté au milieu de terrain. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard lorsqu'on parlera de nos prédictions. Pour reprendre un petit peu pour la CONCACAF Champions League, si on fait le tour des quarts de finale, parce que à noter d'ailleurs, oui, on devrait en parler, Tigres, le géant mexicain est passé proche de la défaite aussi face à Alianza. C'est un gardien, j'ai oublié son nom, le gardien de Tigres qui a marqué voilà, c'est ça, merci. Guzman qui a marqué à la dernière minute pour qualifier Tigres, parce qu'ils avaient failli se faire sortir par Alianza, ce qui est assez dingue, parce que les Mexicains ont eu du mal, franchement, comme Léon, et ce n'est pas les seuls, puisque Cruz Azul a été emmené jusqu'au penalty contre Comunicaciones. Donc voilà, les clubs caribéens qui ont vraiment... Pas Cruz Azul, c'est Club América. Club América, pardon. Ouais, Club América. J'avais écrit CA sur mes notes. Non, c'est Club América. Cruz Azul s'est vraiment débarrassé du club jamaïcain Portmore. Le match retour, c'était un 4-0 pour Cruz Azul. Ça a vraiment pas été compliqué pour Cruz Azul, mais Club América, oui, c'est étonnant parce que Comunicaciones, c'est vraiment un petit club, hein. C'est pas grand chose comme club. Et c'est quand même assez intéressant de les voir, le club guatémaltèque pouvoir tenir en échec Club América, qui est un des meilleurs clubs, enfin,
peut-être le meilleur club de cette région-là. En tout cas, je pense que c'est le club qui a gagné le plus de CONCACAF Champions League de l'histoire de la compétition, si je me trompe pas, c'est Club América. Non, et puis oui, on est passé tout près de perdre, de voir Alianza Comunicaciones et Olimpia en quart, ce qui est dingue, et de perdre Tigres, Club América, Seattle, León dans la même compétition, c'était assez dingue. Mais oui, donc en tout cas, qualification du Club América, de Tigres, de Cruz Azul également, comme tu as dit, contre le petit pousset Portmore United, et ça nous emmène un petit peu à ces quarts de finale. On va commencer par Atlanta, donc parce que c'est le gros duel Atlanta contre le Club América. Ça va être très compliqué à jouer pour les joueurs de Vancouver. Comme tu as dit, c'est en effet un des gros favoris Club América. On a aussi Tigres qui joue le NYCFC. Encore une fois, je le répète, à la Red Bull Arena. Donc vraiment dommage de ce côté-là, mais ça va se jouer chez les rivaux encore devant une foule très maigre, je pense, en tout cas du côté de New York. Olympia, eux accueilleront Montréal, donc Montréal les joue à la maison. Le petit pousset donc qui sera contre le club canadien, et puis c'est Cruz Azul contre le LAFC. On va pas se mentir, d'un côté du tableau, Montréal ou le NYCFC, enfin surtout Montréal puisqu'il ne joue pas un club mexicain, a un parcours plus simple. Est-ce que tu sens que Thierry Henry va jouer la compétition vraiment sérieusement? Ben oui, c'est sûr qu'il va jouer sérieusement. C'est un trophée extrêmement important, déjà pour les supporters de l'Impact de Montréal qui avaient vécu une excellente épopée en 2015 avant la défaite crève-cœur au Stade Olympique face au fameux Club América. C'est important pour les supporters. D'un autre côté, c'est important aussi pour s'établir en tant que force dans la région. Et pourquoi c'est important de s'établir en tant que force dans la région? Parce que les joueurs de la région, les joueurs les plus importants, quand tu vas faire ton recrutement et que tu vas dire, écoute, viens jouer ici à Montréal pour un Costaricien ou un Mexicain ou un joueur, je sais pas moi, du Honduras ou du Guatemala, il va voir que cette équipe-là, en 5 ans, a fait 2 finales ou a fait deux belles performances dans la Ligue des Champions, puis ça va encourager les joueurs à venir signer à un club qu'ils connaissent déjà de par cette compétition-là. Donc oui, c'est intéressant. Surtout, comme tu l'as dit, le fait qu'il y a une chance. Ils ont une chance quelque part. Oui, il y a quand même de gros morceaux. Il ne faut pas prendre à la légère Olympia. Il ne faut pas prendre à la légère New York City FC non plus. Et il ne faut surtout pas prendre à la légère les Tigres. Mais on en parlera un peu plus tard de ça. Revenons, je ne sais pas si tu vas aller. Est-ce que tu vas aller, un par un sur chacun des matchs ou On peut le faire rapidement. Moi, je ne vais pas regarder vraiment les résultats des clubs mexicains, mais on peut le faire parce que je ne suis pas un expert. Mais pour ce qui est de Montréal, franchement, il y a peu de joueurs qui manquent en plus, contrairement à d'autres clubs. Donc, il y a vraiment moyen normalement de faire un résultat plutôt positif contre Olympia. Écoute, c'est sûr que ça va être difficile parce que, oui, il y a peu de joueurs qui manquent du côté de Montréal, sauf qu'il y a 2 défenseurs centraux qui marquent et les 2 défenseurs centraux sont des vétérans. Donc, tu as Raitala qui s'est blessé de 8 à 12 semaines. Donc, ça, c'est le capitaine qui est blessé. Et le deuxième, c'est Rudy Camacho qui est blessé pour 3 à 4 semaines, qui est encore blessé pour peut-être 2 à 3 semaines maintenant, en date d'aujourd'hui. Donc, bref, tes 2 défenseurs. Donc, il est obligé de jouer avec, vu qu'il joue à 3 défenseurs, avec Rod Fanny qui est extraordinaire même s'il a 38 ans et à ses côtés il a un petit jeune de 18 ans qui est Louis Binks et puis l'autre petit jeune de 22 ans, 23 ans, Joel Waterman qui vient de la CanPL. Il faut prendre en considération que Waterman il y a 2 ans il jouait au niveau universitaire encore. Donc oui, il y a peu de joueurs manquants, ça fait que ça va être difficile. Faut pas oublier que l'adversaire Olympia a déjà gagné 2 fois cette Champions League, a été 2 fois finaliste aussi en ayant perdu donc 4 finales dans son histoire pour Olympia. Bon, la dernière finale date de 2000, mais n'empêche, c'est quand même, c'est pas un club qui est passé, c'est pas un club à prendre à la légère dans la région, même si, bien évidemment, Montréal reste favori. Oui, non, la prudence est meilleure de sûreté, comme on dit, et c'est clair qu'il ne faut pas le prendre de haut, mais c'est quand même le tirage le plus simple, en tout cas sur les 4 clubs MLS, parce que les 3 autres vont avoir des gros morceaux. On peut commencer avec New York, justement, puisque le gagnant de ce match affrontera Montréal ou Olympia. Tigres contre New York, New York City FC, qui est vraiment paré en ce début de saison. On en avait parlé quand on avait parlé avec Nicolas Couo lors du dernier podcast sur la CONCACAF Champions League, mais New York qui n'a pas eu énormément de changements, si ce n'est l'entraîneur. Et puis, franchement, les chances sont plutôt bonnes, même si Tigres est un gros géant du championnat mexicain.
j'ai assez confiance dans cette équipe de New York qui a du talent devant, qui a du talent au milieu. La défense centrale, comme tu le disais, et ça dépend des jours. Mais Chen Johnson est un gardien plutôt accompli. Je trouve que l'effectif est peut-être le mieux paré des 4 en MLS pour aller plus loin. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, tout va dépendre de ce match-là. Et ce serait une énorme surprise si jamais ils arrivent à battre. Faut pas oublier aussi que les Tigresses, comme l'a dit notre ami Nicolas Cougo, il avait dit, ils sont un peu maudits, hein, les Tigresses. Ils sont arrivés 3 fois en finale de la Ligue des Champions. Les 3 fois, ils ont perdu. Donc, en 2016, en 2017 et en 2019, les Tigresses ont perdu en finale de la Ligue des Champions. Donc, ils sont un peu maudits. Puis, pourquoi pas rajouter un peu à leur misère et que New York arrive à s'imposer. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment l'équipe qui est le plus près d'avoir le niveau nécessaire pour remporter cette compétition-là. Après, j'aimerais bien moi avoir une demi-finale New York City FC à Impact de Montréal. Ce serait quand même assez électrisant. J'aimerais beaucoup voir ça, moi. Ce serait un très beau match, c'est clair. C'est vraiment dommage que ça se passe à la Red Bull Arena. C'est vraiment horrible, je trouve, pour les fans de New York et puis tous les followers de la MLS. C'est vraiment triste. De les voir jouer chez leurs rivaux. C'est incroyable que ça arrive à ce niveau-là, que les 2 stades du NYCFC soient pris. Mais bon, en tout cas, ça n'arrivera pas pour le LAFC. On va passer à l'autre club, le club de Los Angeles, qui affronte Cruz Azul. Tu parlais de malédiction pour Tigres. Cruz Azul aussi, c'est une réputation de bon loser en Liga MX. Et je pense que je les mettrais deuxième en termes d'effectifs dans les 4 derniers qui restent, là. Parce qu'ils ont montré contre Léon lors du match retour, et puis peut-être dans quelques minutes contre Miami, ils ont montré en tout cas qu'ils ont un effectif assez bon. Ils peuvent faire reposer certains joueurs pendant quelques matchs. Ouais, ça va vraiment plus. Trop de MLS. Et on l'a vu notamment là ce soir contre l'Inter Miami. Ils jouent pas avec forcément tout leur milieu titulaire. Et il me semble que c'est Kay qui ne joue pas, ça ils ont Kay joue, mais Ginella qui rentre à la place de Atuesta, donc ils ont un peu de profondeur de banc au milieu de terrain. La défense me fait un peu peur, mais à part ça, pourquoi pas voir LAFC passer contre Cruz Azul. Ouais, c'est sûr que la défense fait très peur du côté de LAFC. T'as parlé de Jakovic. Jakovic, c'est un joueur canadien puis qui fait même pas l'équipe nationale, qui a un certain âge aussi. C'est pas une police d'assurance selon moi. À droite, il y a Blackman. Blackman, c'est un joueur de college soccer. Il est là, ça fait 2 ans. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est pas ça. Et puis bon, c'est ça. Après, ils ont perdu leur gros général qui est Walker Zimmerman qui est parti à Nashville. Donc, c'est dangereux. Bah, au moins, ils ont encore un bon défenseur avec Segura qui forme la paire de la charnière centrale. Bref, ouais, ça va être difficile du côté de la LAFC. Pour parler de la Cruz Azul, je sais qu'ils ont la réputation de loser. Par contre, pas en CONCACAF, parce que si jamais Club América a gagné 7 c'est le plus titré, comme je l'avais dit plus tôt, Club América. Mais Cruz Azul, c'est le deuxième le plus titré avec 6 Ligue des Champions CONCACAF. Avec 2 fois, ils ont fini deuxième. Donc, ils ont quand même un beau palmarès en Ligue des Champions. Donc, on va voir ce que ça va faire. Mais je pense que ce sera un match extrêmement excitant. Je pense qu'il y a cette chance-là de voir LAFC aussi passer l'obstacle Cruz Azul. Oui, je pense qu'ils pourraient le faire. S'ils l'ont fait contre Léon, je pense qu'ils peuvent le faire aussi contre Cruz Azul. Ouais, je pense aussi que Léon, c'était un peu un plus gros morceau, sur le papier en tout cas, ce que nous avait dit Nicolas, et ça serait pas mal de les avoir en demi-finale, surtout que c'est vraiment une belle ambiance dans le stade, et ils ont un effectif qui est vraiment taillé, et ça serait un bel accomplissement en tout cas d'être en demi-finale pour le LAFC, un club quand même assez jeune. Et s'ils sont en demi-finale, ça pourrait être contre Atlanta United, qui va eux jouer par contre Club America. C'est la plus grosse affiche, je trouve en tout cas, avec entre ça et Tigres New York City FC, peut-être Club America Atlanta, parce que ça va se jouer forcément dans des stades remplis à ras-bord, surtout du côté d'Atlanta, même si au Club America bien sûr aussi, mais Atlanta ça va être incroyable de voir à mon avis l'ambiance contre Club America en quart de finale de CONCACAF Champions League. Atlanta qui a peu de blessés, voire quasiment pas si mes souvenirs sont bons. Hier, ils ont montré un bon visage contre Nashville, certes un petit peu fatigué encore, mais comme tu l'as dit, par exemple, Emerson Hedman a sorti un super match. La combinaison entre Pity Martinez et Javier Martinez a très bien marché en 8e de CONCACAF. Ça a l'air de plutôt bien passer, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qui s'impose, même si Club America c'est le plus gros effectif. Je me souviens que Nicolas Cougo est en train de
nous dicter tous les noms qu'ils avaient, même sur leur banc. C'était assez incroyable. On va retrouver aussi Giovanni Dos Santos, ce qui va être assez marrant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match? Bah écoute, au moins Frank de Boer a pu reposer. Joseph Martinez et Pity Martinez n'ont pas joué tout le match, par exemple à Nashville, donc il a pu les reposer un peu, pas les faire jouer 90 minutes. Donc ça c'est déjà bien, mais j'ai du mal à voir Atlanta battre Club America. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense pas que ça va le faire malheureusement. Je pense pas. Je pense que Club America est juste trop bon. C'est pas. Ouais, ça va être trop difficile, je pense. Je verrai pas du tout. J'essaie de trouver un certain moyen d'encourager Atlanta. Je les vois pas du tout dépasser Club America. Après, tout est possible, hein, sur un match aller-retour, tout est possible. Mais je pense que la marche sera un peu trop haute pour Atlanta United, selon moi. C'est un gros morceau, c'est clair, mais je vois autant de chances pour Atlanta que pour New York, même si New York est un meilleur effectif sur le papier. Franchement, Atlanta, il y a moyen, je trouve. Ils ont vraiment bien joué contre Nashville hier, malgré qu'il n'y ait que 2-1. Ils avaient l'air solides. Pourquoi pas. Dans le meilleur des cas, on pourrait avoir 4 demi-finalistes, en tout cas MLS en CONCACAF Champions League. Ce serait assez incroyable. Ah, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, mais par contre, je sais que un de nos amis qui est venu plusieurs fois ici au podcast, il sera pas content, hein. Diego sera pas content du tout. Un Mexicain de Lucarno Pesce qui était venu pas mal de fois en Gold Cup, en effet, qui est toujours très content de voir nos clubs éliminés en CONCACAF Champions League. Ce sera plus compliqué. Si tu devais parier, tu dirais lequel qui passe en quart? Perso, je mettrais bien une pièce sur LAFC Montréal, et puis après, ça va être compliqué pour le reste. Moi, je pense que on peut mettre une pièce sur Montréal, LAFC et New York City FC. Mais impossible d'en mettre sur Atlanta. Si jamais j'ai à choisir un, c'est difficile. Je dirais LAFC. Si jamais j'ai à vraiment mettre de l'argent sur un des clubs, oui, je dirais LAFC. Ouais, pour le final aussi. Je sais pas, c'est difficile. C'est très difficile de donner des prédictions, comme nos prédictions MLS par contre. Ouais, bah on va en parler, ça t'inquiète. Ouais, moi je mettrais une pièce, je pense que pour Montréal c'est quand même plus simple que pour LAFC. Je vais pas manquer de respect à Olympia, mais voilà, c'est pas un club de Liga et Métis. Ouais, mais ce qui me dérange un peu, Antoine, c'est que Montréal n'est pas prête. Le club est pas prêt encore. Il est loin d'être prêt. Il faut pas oublier que Montréal, maintenant, c'est une des seules équipes en MLS où, il y en a pas beaucoup, mais c'est une des rares équipes en MLS qui a plus qu'un seul DP. On attend du renfort du côté de Montréal. Il manque des joueurs. Il y a un joueur, Maciel, qui est supposé être là, qui est pas encore là. On ne sait pas ce qu'il vaut non plus. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très bons à date. Jusqu'à présent, sauf que pendant combien de temps ils vont être bons? Est-ce qu'ils vont être bons sur la durée? Il y a beaucoup trop de points d'interrogation et je suis fan de l'Impact de Montréal. J'ai pas peur de le dire que c'est Montréal qui est pas prêt. C'est pas Olympia qui est trop fort. C'est Montréal qui est pas prêt, selon moi. Ouais, bon, après, il y a beaucoup de clubs qui sont pas prêts, hein, mais je trouve qu'en tout cas, la marche devrait être plus simple à franchir que LAFC contre Cruz Azul, qui est quand même un gros morceau. On parlait vite fait d'Atlanta, je viens de voir, mais à l'instant même, vraiment il y a 2 minutes, un tweet qui dit que Joseph Martinez s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs. Donc ça fait une grosse blessure, sûrement des semaines et des semaines de récupération. C'est qui ça, Pity ou Joseph? Joseph, pardon. Wow. Gros choc du début de saison, là, ça va être compliqué pour suivre la compétition, que ce soit en MLS. Voilà, je sais même pas qui vont jouer en 9 à la place de Joseph Martinez. Ils ont Adam Jan qu'ils ont ramené de la USL qui était avant à Columbus, mais il y a pas photo, hein. Il y a pas photo entre Joseph Martinez et Adam Jan. Hein. Très compliqué, c'est très compliqué. Je sais pas là de tête combien de temps ça fait une ACL là, une ligament croisé, mais normalement c'est énormément de temps, donc ça va être compliqué. C'est un bon moment pour parler de nos prédictions, parce que là, elle s'écroule avec ça. Probablement. Ouais, moi, elle s'écroule pas. J'avais dit que ça allait être difficile. Donc, déjà, avec Joseph Martinez, ça allait être difficile. Sans Joseph Martinez, ça va être presque quasi impossible. Selon moi.
On va commencer avec l'Est, justement. Passons un petit peu avec nos pronostics MLS. On va passer un petit peu avec l'Est. On va commencer avec les 3 premiers. Parler un petit peu du trio de tête. Puis après, un petit peu le peloton au milieu. Puis ceux qu'on voit un petit peu à l'extérieur du classement et pour lesquels les séries vont être compliquées. Le trio de tête à l'Est, tu avais New York City FC, Atlanta United, Toronto. Et moi, les 2 mêmes premiers, New York City FC et puis Atlanta. Puis le New England Revolution en 3e. Pourquoi Toronto si haut? Je t'avoue que moi j'ai toujours été j'ai été surpris de ton choix parce que Toronto c'est pas forcément une équipe resplendissante. Je trouvais que c'était un peu tout était sur Pozuelo. Explique-moi ton choix. En fait, mon choix est assez simple. C'est que t'as un collectif qui joue ensemble depuis plusieurs années. Oui, il y a certaines blessures qui peuvent arriver à Bradley, à Altidore et ainsi de suite. N'empêche, ce que j'aime bien chez Toronto, c'est que leur centre de formation marche très très bien. On a vu l'année passée Schaffelberg qui a fait du très très bon travail en tant qu'ailier et cette année il est encore là. On a vu Tsubasa Endo, c'est plus un jeune joueur, mais n'empêche c'est un joueur qui est capable de faire de très belles choses aussi. Je pense que, et en plus, étant quelqu'un qui suit beaucoup les équipes nationales canadiennes, un petit clin d'œil à CS à l'érable, quand le 2e podcast canadien. Alors, il y a beaucoup de jeunes Canadiens, si jamais tu vas voir les U23 ou les U18, ou même l'équipe nationale senior, où il y a des jeunes joueurs de l'académie de Toronto qui vont venir et qui vont percer les alignements des équipes nationales. Et à chaque fois, je suis impressionné. Je vous conseille de garder un œil sur Jayden Nelson. Jayden Nelson, pas beaucoup de monde est en train de prendre Jayden Nelson en considération. Mais c'est un excellent jeune joueur qui a déjà quelques sélections avec l'équipe nationale canadienne. Puis moi, c'est pour ça. C'est parce que je pense que oui, il y a les vieux briscards du côté de Toronto, sauf que la relève est là. Et si jamais Greg Vanney a pas peur de donner la chance à la relève, à ce moment-là, ils peuvent être aussi haut que 3e. Moi, je les ai mis 3e, mais je pense même qu'ils pourraient être second. Ce serait possible si jamais il arrive à vraiment trouver ce mix entre vétérans et petits genoux. Ouais, je suis à moitié d'accord. Il y a des bons joueurs, c'est vrai. Comme tu as dit, Nelson, on parle aussi de Richie Laryea qui a commencé à intégrer pas mal le 11 l'année dernière. Liam Fraser qui devrait avoir plus de minutes vu que Michael Bradley se fait très vieux. Mais je pense très vieux. Très vieux. Il est vieux. Il est pas très vieux non plus. Il a quoi, 33? Non, il joue comme un vieux. Ça fait ouais, il joue comme un vieux. Il a 32 ans. Il va avoir 33 au mois de juillet. Donc c'est pas non plus très vieux pour un milieu défensif non plus. C'est vrai. Mais bon, il commence à avoir du mal. En plus, il ressemble à quelqu'un qui a plus d'âge, je trouve. Mais bon. Moi, je l'ai mis 5e parce que je pense que niveau de profondeur de banc, c'est un peu compliqué. Quand tu commences Tsubasa Endo, c'est que. J'aime bien Endo, il est pas hyper mauvais, mais c'est pas pour moi. Quand tu veux jouer les top niveaux à l'Est, c'est un peu compliqué. Puis on a parlé de la nouvelle recrue, Piatti, qui est déjà un peu blessé. Altidore, on a manqué plein de matchs. Pareil pour Michael Bradley. Je pense que ça sera un peu trop court au niveau de la profondeur de banc. Je les ai mis 5e, donc c'est pas si mal. Et en 3e, moi j'avais mis le New England Revolution. Voilà, on avait pas mal parlé de la saison dernière. Des joueurs comme Gustavo, comme Carles Hill, c'est des joueurs qui peuvent changer un match. Et à part la défense qui me fait un peu peur, je trouve cette équipe de New England très complète. Toi, tu les as mis 4e, donc j'imagine que tu es assez d'accord avec moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que défensivement, c'est pas trop ça. On l'a vu hier lors du match face à l'Impact de Montréal. Ouais, c'est vraiment pas trop ça. Et puis, oui, c'est vrai que c'était assez mitigé le résultat. On va pas juger tout ça sur un match. Il faut dire aussi que Carles Gil était blessé. Mais si tu regardes même la force offensive des Revs, elle repose sur Gustavo Bou, Carles Gil et Penilla. Si un des 3 manque, on l'a vu comme hier, c'est un peu plus compliqué, parce que derrière eux, il y a pas grand monde de vraiment très 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 intéressant. Le jeune joueur, le DP polonais Adam Buksa peut être bon. Sauf que, encore, on parle d'adaptation, un gars qui vient de Pologne aux États-Unis, on sait que des fois, ça peut être un peu plus difficile. Puis après, en défense, ouais, c'est vraiment pas trop ça. Bref, 4e, en 3e et 4e, c'est pas une grosse différence. Ça peut se jouer à 2 points ou 3 points. Donc, je pense qu'on voit à peu près la même chose à l'Est, en tout cas dans le top 3. Ouais, je pense qu'on est pas très loin. De toute façon, l'Est, ça va être très compliqué
de prédire, parce que je trouve qu'à part les deux gros, New York CFC et Atlanta, le reste est un peu en bazar. Pour citer vite fait des points qui sont un peu différents, donc j'ai mis Toronto 5e. En 4e, moi je voyais l'Inter Miami. Alors c'est un peu une prédiction compliquée, mais je pense que cet été ils vont un peu se recruter au poste de numéro 9, un peu ce qui leur manque. Là ce soir ils jouent avec le drafté Robbie Robinson en pointe, parce que Carranza est blessé. Mais je trouve l'effectif très bon. Ils ont fait un recrutement excellent, Miami. Toi, tu les vois 8e, juste en dehors des playoffs. Ce que je respecte, parce que je pense qu'il y a moyen aussi qu'ils ratent les playoffs de peu. Mais entre la 4e et 10e place à l'Est, de toute façon, ça va être très compliqué. Où est-ce que tu vois, toi, les faiblesses de Miami cette saison? Je vois la faiblesse de Miami pas en tant qu'effectif en tant que tel, c'est en tant qu'automatisme, en tant qu'une jeune équipe qui arrive, qui a aucun précédent, des joueurs qui ont jamais joué ensemble, où ça va être un démarrage assez compliqué selon moi. Ça va être un démarrage de 5, 6, je pense que les 2-3 premiers mois, ça va être difficile pour l'Inter Miami, puis après, on va voir quelque chose se créer. Donc pour moi, c'est pas encore le moment de les placer en playoffs. Ce serait possible, bien évidemment, parce qu'ils ont de la qualité, comme tu l'as dit, et comme tu l'as dit aussi, entre la 4e et la 10e place, on a deviné des choses, sauf que c'est assez difficile de juger parce que ça peut se jouer à quelques points, puis deux, on n'est même pas à la fin du mercato d'hiver, le mercato d'hiver qui finit le 4 mai, et il y a en plus le mercato d'été qui s'ouvre en juillet, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici à la fin de la saison. On a quand même donné nos prédictions un peu tôt. Par contre, moi, c'est plus une question de cohésion au sein de l'effectif qui est manquant du côté de Miami pour les placer plus haut. Je les vois se disputer des places pour les playoffs, mais rater de peu. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, non, c'est très respectable. Par contre, il y a un truc où je te respecte un peu moins. Je rigole. Mais j'ai du mal à comprendre ton choix de mettre Orlando City à la 5e position. Un club qui a toujours flirté avec la médiocrité, je dirais, en MLS. C'est assez dommage parce qu'ils ont des fans très très passionnés, mais toujours eu du mal en MLS. Cette année, Oscar Pareja, l'ancien entraîneur de Dallas, s'installe en tant que coach. Est-ce que c'est juste ça qui l'a fait monter à la 5e place? Écoute, je vais te dire un truc. Je pense que il y a plusieurs choses. Déjà, si tu vois la fin de la saison l'année passée d'Orlando, c'était très bon. Orlando City FC a été très bon en fin d'année. Ils étaient tellement loin des playoffs en milieu d'année qu'on pensait que c'était fini, puis on traitait d'Anthony, parce qu'Anthony, dans les paris dingues l'année passée, il avait parié qu'Orlando allait faire les séries. Orlando est passé très très proche de faire les séries. Je pense qu'ils ont fini 8e. En tout cas, ils ont fini très proche des séries. J'ai beaucoup aimé l'ajout de Nani, même si je pense qu'il est blessé maintenant. J'ai beaucoup aimé cet ajout-là. Et je pense que ce qui a manqué à Orlando, c'est cette structure derrière. Et je pense que Carlos Pareja est capable d'amener cette structure derrière. Puis il a amené un peu plus de folie. On a vu des joueurs comme Sébastien Mendes venir, comme Mauricio Pereira, l'Uruguayen venir. Puis c'est des joueurs qui ont cette folie qui manquait à Orlando, selon moi. Ils sont venus, pas maintenant, Mauricio Pereira est venu l'année passée, mais je pense que Pareja va pouvoir sortir ce côté un peu fou qui manquait à Orlando. Et oui, j'ai comme l'impression, je regarde l'effectif, puis j'aime beaucoup ce que je vois. Et on a vu hier, je pense qu'hier ils ont joué contre le Real Salt Lake. C'était un 0-0 contre le Real Salt Lake, sauf que moi j'ai vu beaucoup de talent du côté d'Orlando, et je pense qu'il manque juste quelques petites choses pour que ça commence à cliquer. Puis c'est ça. Ouais, je te suis sur Nani, je l'étais premier surpris à le voir performer à un aussi beau niveau l'année dernière, dans un effectif aussi moyen. Mais je trouve qu'il y a trop de départs. Ils n'étaient pas forcément tous titulaires, mais les Coleman, les Sané, les Kleshten, ça va faire, même O'Neal d'ailleurs qui est parti à Seattle aussi, ça va faire énormément de départs. Et je pense qu'il va falloir une année de plus peut-être pour avoir un peu de cohésion. Von Dwyer arrive toujours pas à marquer en plus. Teshoa Kindele, c'est pas forcément un numéro 9 qui est c'est pas un attaquant qui va forcément te planter une quinzaine de buts. Chris Muller pareil, j'ai un peu du mal à les voir jouer le top 5 à l'Est, ça me paraît très très haut. Je suis en train de revoir où est-ce que je les ai mis. Moi je les ai mis 11e. Ouais, je pense qu'ils seront plus, moi je vois vraiment en dehors des places. Malgré Oscar Pareja, je pense que ça va mettre un an de plus un petit peu à arriver. Par contre je suis très excité pour le nouveau gardien. Je tiens à le dire, Pedro Gallese, le Péruvien, parce que le spécialiste de Lucarno Pesce au Pérou, Romain, m'avait dit de très bonnes choses sur Gallese, donc hâte de le voir dans les buts. Mais pour moi, c'est un peu trop tôt pour Orlando pour les playoffs. J'adore Chris Muller, moi.
Chris Muller, je l'adore. Je trouve extrêmement bon. Hier, on a dit que Nani était pas là. Je pense que c'est lui qui va jouer en 9 et il est capable de faire un très bon travail. Je sais que Pereira a joué en 10, il a été très bon aussi. Puis c'est le jeune Benji Michel, dont notre ami Florian Moget dit beaucoup de bien, qui a pas été mauvais hier. Donc bref, je pense qu'il y a beaucoup plus d'armes que ce qu'on pense du côté d'Orlando. Mais c'est vrai qu'encore, il manque un peu de cohésion. Mais si tu arrives à faire un 0-0 à domicile le premier match de la saison, pour moi, c'est pas un mauvais résultat pour un premier match en saison. Tu as réussi à garder ta cage inviolée, ce qui est déjà très bien. Puis on sait que offensivement, ça va prendre un peu plus de temps pour que ça clique. Donc moi, je trouve qu'ils sont déjà sur la bonne voie. Après, c'est juste un match, mais j'ai comme l'impression qu'Orlando va enfin faire les séries cette année. Mais bon, comme on l'a dit, tout va se jouer à très peu de choses entre la 4e et la 10e place à l'Est. Donc voilà. Mais j'aimerais te relancer parce que toi, tu m'as choqué un peu plus avec DC United. Oui, c'est vrai que tu les as mis en 7e position, mais pour moi, cette équipe, elle a aucune chance de faire les playoffs. Mais vraiment aucune chance de faire les playoffs. L'équipe était basée sur 2 joueurs l'année passée, 3 joueurs l'année passée. Elle en perd 2, offensivement en tout cas. C'était Lucho Acosta. Lucho Gonzalez, excusez-moi, c'est le vieux Marseillais en moi qui parle. Non, bref, Lucho Acosta, Wayne Rooney et Paul Arriola. Paul Arriola est resté, Wayne Rooney et Acosta sont partis. Il n'y a pas grand-chose, on l'a vu hier lors du match contre Colorado. J'ai rien vu d'impressionnant du côté de DC. Je sais vraiment pas comment ils pourraient faire les séries, à part si, bien évidemment, ils se renforcent et ainsi de suite. Je sais pas. Je les vois très très mal faire les séries, moi, de mon côté. Eh bien, je vais te dire pourquoi. Je pense que déjà, Ola Kamara, en position numéro 9, c'est un 9 solide. Alors, il n'y a pas de te créer toute une action avec tout seul, mais quand tu recrutes un mec comme Julien Gressel sur les ailes, à mon avis, Gressel peut te donner 10 bons ballons dans la saison et Kamara va en planter 10 ou 15, je pense, des buts dans l'année. C'est un très bon numéro 9 qui a toujours bien rempli sa tâche quand on lui confie un peu les clés de l'attaque. Et Elton Flores avait l'air assez dangereux hier. C'était pas le match de sa vie contre Colorado, mais on voit qu'il en a dans la réserve et je pense que ça peut amener un petit peu d'ici loin. Tu l'as dit, l'année dernière, c'était basé sur 3 hommes. Si aujourd'hui Rooney et Acosta peuvent être bien remplacés par Gressel, Flores ou Kamara, la machine peut repartir très haut. Derrière, c'est pas forcément énorme, mais il y a un très... Donc franchement, bon, j'ai mis 7ème, hein, donc je suis pas en train de pitcher l'équipe qui va gagner. Je sais. Mais moi, je les vois même pas compétitionner avec l'effectif qu'ils ont maintenant. Je les vois pas du tout même pas, mais vraiment. J'ai été gentil, je pense, dans mon guide. Je les ai marqués 9e, mais ça m'étonnerait même pas qu'ils soient dans les 3 dernières places. Hein. Avec l'effectif qu'ils ont, je suis vraiment pas convaincu du tout. Bah, tu vois, alors, c'est pas une pique, mais Gressel, Flores, c'est des joueurs de qualité que je vois pas, par exemple, à l'Impact que tu as mis 7ème. Donc, tu peux, toi, en comparaison, me dire pourquoi l'Impact serait meilleur que d'ici cette année. Ben, je pense que l'Impact, la chose que j'aime bien, c'est que tu as un directeur sportif finalement à l'Impact de Montréal qui manquait depuis très très longtemps. Et il y a une certaine direction que l'Impact de Montréal prend qui est quand même assez intéressante. Il y a beaucoup d'inconnus, comme on le sait, dans beaucoup d'équipes de MLS. On parle de Flores, moi je le connaissais pas vraiment avant, donc c'est un peu la même chose du côté de l'Impact, où tu as des jeunes joueurs comme Waterman, je le connaissais, mais par exemple le Binks, je le connaissais pas. Steven Sabah, on l'a vu juste en Gold Cup, mais est-ce qu'il est capable de faire ça sur une longue durée? Je suis pas trop sûr. Kyoto, on savait qu'il y avait beaucoup de problèmes, donc beaucoup de points d'interrogation du côté de l'Impact de Montréal. Par contre, je trouve qu'en tant qu'effectif, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que tu as des joueurs qui sont, selon moi, compatibles les uns avec les autres. Je ne vois pas un joueur en disant, je ne comprends pas pourquoi il a recruté ce joueur-là. Je ne vois pas de recrutement douteux, en fait. Et c'est ça que, il y a des paris, oui, mais est-ce qu'il y a des recrutements douteux en disant, pourquoi il signe ce joueur-là? Non, je ne vois pas ça. Après, d'un autre côté, l'Impact de Montréal, c'est quand ils sont vraiment pas favoris, c'est là qu'ils performent. Et quand ils ont une bonne équipe sur papier, ben c'est là où ils sont nuls. Et dans ce cas-là, maintenant,
tout le monde dit que l'Impact de Montréal a une équipe extrêmement nulle. J'ai même entendu certains de mes confrères dire que ils seront derniers en MLS. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et c'est dans ces moments-là que l'Impact de Montréal ressort de mieux en mieux. Les gros points d'interrogation que j'avais de l'Impact de Montréal l'année passée, des joueurs que moi j'étais plus capable de voir, comme Victor Cabrera par exemple, sont plus là. Daniel Lovitz n'est plus là. C'est des joueurs qui selon moi étaient un peu surévalués en MLS. Et effectivement, ils sont plus là, puis on voit que c'est de loin mieux. On l'a vu contre les Revs. J'ai beaucoup aimé le match d'hier, même si c'était le match des débuts de l'Impact de Montréal à MLS. J'ai beaucoup aimé le match d'hier. C'est assez prometteur, puis je pense que, comme on l'a dit, hein, je les ai pas mis 4e non plus, mais je les ai mis 7e. Puis je pense qu'ils seront dans la course jusqu'à la fin. Après, s'ils finissent 7e ou ils finissent 9e, pour moi, on est très proche. Donc voilà. Oui, non, ça, au final, mais bon. Moi, je trouve qu'en tout cas, il y a plus de qualité à DC United. Je suis assez d'accord avec toi pour tous les jeunes, mais qui sait comment ils vont s'intégrer à cet effectif, c'est compliqué. Ensuite, tu as mis en 8e Inter Miami, en 9e DC, donc ça on en a parlé. En 10e position, tu as mis Philadelphie, que j'ai mis moi 8e. Alors je t'avoue que j'étais assez d'accord avec toi. Je les avais au début pas mis dans mon top 10, et puis je les ai changés en me souvenant d'un homme qui avait complètement changé leur attaque l'année dernière, Kasper Piebilko. Qui avait vraiment totalement dynamité la MLS en arrivant, je crois, à fin mai, il me semble. Il avait dû mettre une quinzaine de buts. Avec des mecs comme Kasper et puis Ilsinho, je sens que Philadelphie peut faire vraiment... Bon, ils sont 8e, hein, je suis pas en train de dire qu'ils vont faire les playoffs, donc ça semble un peu bizarre de le dire comme ça, mais avec eux, puis Jamiro Monteiro, qu'ils ont finalement pris après son prêt, je sens qu'il y a moyen pour bien se battre en playoff. Ça va être un peu trop court et je trouve ça dommage. Il manque une grosse arrivée pour compenser tous les départs parce qu'il y en a eu. Trusty ou Melou Janin, pour ne citer que. Mais je trouve cette équipe plutôt solide quand même sur le papier. Exactement. Et moi, je suis... il faut pas oublier que Philadelphie avait fini 3e de l'Est l'année passée. Donc pour moi, passer de 3e à 10e, dans mon cas, moi, je les ai mis 10e. Toi, tu les as mis 8e. Ça prouve qu'il y a un recrutement qui a été fait qui était vraiment mauvais à mon avis, à moi. On remarque que du côté de Philadelphie, ce qui a fait déjà en 2018, ce qui a déjà fait avant 2019, la force de Philadelphie, c'était le milieu à 3 qui avait, t'avais Dojkal, si je me rappelle bien. Ouais, c'était Dojkal, Medun Janin et Bedoya. Si je me rappelle bien. Bon, en tout cas, je me rappelle plus du troisième, mais je pense que c'était Dojkal, si je me rappelle bien. Bref, donc. Ah, mais non, Montero? Non, il joue plus haut, pardon. Non, c'était en 2018, pas 2019. 2018, c'était Medun Janin. Ouais, c'est ça. Donc, Medun Janin, Bedoya et Dojkal. Ça a super bien marché. Dojkal avait fait plus de 30 matchs. Ce milieu-là avait créé vraiment beaucoup de choses du côté de Philadelphie. Philadelphie ne s'était pas qualifié en playoffs, sauf que tout le monde disait « Ah, waouh, quel trio magique au milieu de terrain ». En fait, ils étaient qualifiés en playoffs, pardon. Ils étaient arrivés 6e. Ils s'étaient qualifiés en playoffs et c'était grâce à ce trio-là. Déjà, en 2019, ils ont enlevé Dojkal. Moi, déjà, je pensais que c'était la fin du monde. Finalement, ils ont été encore meilleurs parce qu'ils ont pu remplacer Dojkal au milieu de terrain par Aronson ou Montero, un des deux. Aronson, qui est le produit de leur académie, puis Montero, dont tu as parlé, qui était en prêt, qui maintenant vient de finaliser son prêt. Par contre, là, on enlève de ce fameux trio-là qui était excellent au milieu de terrain, on enlève Medun Janin, qui est parti à Cincinnati. Donc là, tu perds vraiment de la superbe qu'il y avait, de l'entente, de l'osmose qu'il y avait entre ces trois joueurs-là au début en 2018, en enlevant un premier pion, en enlevant le deuxième pion après. Je trouve que ça fait trop de changements en juste 2 ans. Je pense que ça va vraiment nuire à Philadelphie déjà au milieu de terrain. Et tu as parlé de Pryzbylko, comme quoi il était capable de marquer 15 buts l'année passée, ainsi de suite. Il faut que quelqu'un lui donne des passes. Et malheureusement, au milieu de terrain, oui, il y a encore Aronson, oui, il y a Montero. Sauf que je ne trouve pas que c'est trop ça. Après, Ilsinho, tu as parlé d'Ilsinho, il a quand même 35 ans. Est-ce qu'il va pouvoir être titulaire toute l'année sur le flanc? Je sais pas. Je suis vraiment pas convaincu par cette équipe de Philadelphie. Après, Philadelphie a une académie extraordinaire. Est-ce qu'ils vont ressortir une nouvelle pépite comme Aronson qui va venir et me faire mentir? C'est possible. Ouais, non. Si je regarde le match d'hier, ils ont fait jouer Creeville en tant que milieu défensif. Il était mauvais, mais vraiment mauvais. Donc bref, pas du tout convaincu du milieu de terrain de Philadelphie et c'est pour ça que je les place aussi bas.
Je pense que ça va être l'année d'Aaronson. Il va bien reprendre un petit peu les clés du jeu de Philadelphie avec Monteiro. Il y a vraiment moyen parce que c'est un très bon joueur. Ouais. C'est vrai que Pico, c'est dommage qu'il soit parti. Ilsinho, il jouera, mais il jouera des bouts de match. Mais je pense qu'il mettra quand même 5-6 buts. On le connaît, il est toujours là pour faire des miracles. On va parler ensuite les 3 derniers. Alors moi j'avais mis Orlando 11e, mais globalement on était très négatifs sur 3 équipes. Cincinnati, Chicago et les New York Red Bulls. On peut commencer par New York. Moi j'avais décrit dans le guide, en fait, clairement que pour moi c'était la fin un peu de la méthode Red Bulls. C'est bien de fournir des jeunes, mais il faut avoir des vétérans autour. Et pour moi, cette année, c'est vraiment l'année de trop. L'année où, à force de faire des réductions encore et encore, ça ne va plus. On n'a plus Robles, on n'a plus Kleshtal, on n'a plus Bradley Philippe, on n'a plus McCarthy. Tous les gros sont partis. Et ça va vraiment pénaliser, je pense, les New York Red Bulls cette année. Alors certes, Florian Valot peut revenir et sortir une belle saison. Certes, il reste Daniel Royer. Certes, il y a plein de jeunes qui arrivent. Mais c'est beaucoup trop jeune. La défense, à part Aaron Lang et Tim Parker, les ailiers, c'est les latéraux, c'est n'importe quoi. Ils ont 17 ans et 22 ans, enfin c'est drafté ou Patrick Stigris. Je pense que ça va être très compliqué cette année pour eux, malgré quelques recrues. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour Red Bulls? Attends, que tu as mis, moi je les ai mis 10e, tu les as mis 12e, donc tu dois être assez d'accord avec moi. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il manque quelque chose. Après, bon, comme on l'a dit, le mercato est encore ouvert, donc tout peut arriver. C'est sûr que si j'ajoute 2 pièces majeures d'ici le mois de mai, ce serait une autre équipe. Hein, donc, mais en date d'aujourd'hui, le 1er mars 2020, oui, c'est une équipe qui me fait vraiment peur. C'est une équipe qui fait peur tellement c'est pauvre. C'est pauvre parce que t'as plus de joueurs dominants. T'en as plus. Bon, Kaku Kamara, il a essayé d'être dominant. C'est un très, très, très bon joueur. Alejandro Gamara, pour ceux qui le connaissent, mais tout le monde l'appelle Kaku. Le Paraguayen, il est très bon, sauf qu'il a des sauts d'humeur. On l'a vu l'année passée où il a fait des conneries. Il a tiré le ballon dans un de ses, dans la face d'un de ses supporters. Bref, c'est des choses comme ça qui me dérangent un peu. Après, Mathias Jørgensen, le Danois, ça a pas fait grand-chose non plus. La défense centrale, Lang, Parker, l'année passée, déjà, elle commençait à vraiment perdre de sa beauté. Je sais pas, ils ont perdu aussi, faut pas oublier, hein, ils ont perdu Lawrence, le latéral gauche, qui était extraordinaire l'année passée, le Jamaïcain, qui est plus là. Ouais, je pense que c'est très beau de faire jouer les jeunes, mais quand tu perds tout le monde d'un seul coup, bof. Non, pas du tout convaincu. Pas du tout. C'est clair. C'est la différence entre Dallas, qui a pas mal de vétérans, on en parlera, mais qui a des jeunes autour de quelques pierres maîtresses, et les Red Bulls. Mais oui, ça va être une saison compliquée pour eux, malgré aujourd'hui une victoire contre justement Cincinnati. Cincinnati que tu as mis 11e et que j'ai mis 13e. Alors quand j'ai commencé à écrire le guide sur Cincinnati, tout se passait très bien. Et puis l'entraîneur a été licencié pour des actes racistes. Et ça va plus à Cincinnati, c'est compliqué. La défense est un peu aux abois. Ça va être une saison très compliquée, que ce soit en défense, mais aussi en attaque, avec Locadia, malgré les signatures de Locadia et Kubo. Je pense que ça va être un peu limité pour Cincinnati, et tu as l'air d'accord avec moi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Cincinnati? On en avait pas mal parlé déjà un petit peu. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il faut dire après, ça reste je pense que Cincinnati fait comme beaucoup d'équipes font. Ils renforcent leur attaque en premier. Et une fois que leur attaque est renforcée, l'année suivante, c'est là qu'ils renforcent leur défense. Donc là, ils sont, si tu veux, à la première partie de leur plan. Là, l'attaque a l'air d'être assez bien avec Kubo, avec Locadia, avec De Jong et ainsi de suite. Donc bref, je pense que oui, peut-être cette année, Cincinnati, ce sera difficile. L'année prochaine, ce sera autre chose. Ouais. Et puis finalement, Chicago Fire, avant-dernier pour moi, dernier pour toi. Alors c'est un peu compliqué parce qu'ils ont signé de gros joueurs une fois qu'on a fait le guide, notamment Jiménez. Mais pour moi, ça reste quand même un brouillon tactique. On va voir un petit peu comment Raphaël Vicky va s'y prendre. Sa première expérience en tant que coach dans un club. Mais il manque pas mal de pièces maîtresses du côté de Chicago. Vous qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que ça va pas être leur année. Peut-être que tu as quelque chose à pointer du doigt en tant que faiblesse, notamment? Non, on est tous les deux d'accord. On en a parlé assez souvent. Le Fire, c'est une équipe montée un peu n'importe comment, selon moi. Et puis voilà. Ouais, on va voir peut-être les saisons prochaines. Mais ouais, la première saison risque d'être compliquée.
à l'ouest, on est tous les deux, d'accord sur le trio de tête LAFC, Galaxy, Seattle Sounders. J'ai juste mis les Sounders avant le Galaxy, de mon côté. Un trio de tête qui est pas forcément étonnant, on n'a pas besoin d'aller dans trop de détails de ce cas-là, mais je voulais juste dire que moi j'ai mis le LAFC devant, et je pense qu'ils vont être loin devant, parce que Seattle n'est pas une équipe de saison régulière. Malgré la défaite en Red Cup Champions League, c'est vraiment une équipe qui a souvent des blessures, qui est souvent positive pendant toute l'année. Je pense pas qu'ils se termineront premier à l'ouest. Et pour le Galaxy, je pense que justement ça va prendre un peu de temps. Le trio Pavon, pas Pavard, là, ça va plus, il commence à être tard en Europe. Pavon, Chicharito, Kata, il va mettre un peu de temps à démarrer. Quelque chose à rajouter sur ce trio de tête, peut-être sur le Galaxy que tu as mis un peu plus haut? Ouais, ben, je pense que le Galaxy sans Zlatan est meilleur que le Galaxy avec Zlatan. Je sais que beaucoup de monde vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, quand je regarde un collectif, ben, je regarde, malheureusement, pour un collectif, Zlatan est très bon du côté individuel, mais le collectif tourne toujours trop autour de lui. Le fait que Zlatan n'est pas là, pour moi, ça renforce l'équipe du LA Galaxy. Puis voilà. C'est pour ça que je les ai mis un peu plus haut. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je pense que Chicharito avec Pavon, ça peut faire très 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 mal. Puis voilà. Pour moi, ça passe au-dessus des Sounders. Comme tu l'as dit, pour la même raison, parce que les Sounders, c'est un peu moins une équipe de saison régulière, c'est plus une équipe de playoffs. Ouais, je suis assez d'accord avec ce dernier. Ces dernières déclinations. Et puis la quatrième que tu avais mis, c'est le Sporting Kansas City. Et j'avoue, je les ai mis juste en dehors des playoffs, à la 8e position, mais j'étais surpris de le voir aussi haut chez toi. L'année dernière, donc pour toi, c'était juste une année de ratage complet, mais sinon, Kansas City, grâce à notamment Alan Pulido, c'est top 4 à l'ouest. Oui, je serais très très surpris de les voir ailleurs que dans le top 4. Bon, après, ailleurs que dans le top 6, on va dire. Parce que tu regardes leur effectif et c'est malade. Tu as Ili Sanchez au milieu de terrain, t'as Espinoza qui est là au milieu de terrain, Felipe Gutiérrez qui est là au milieu de terrain, t'as de très très bons joueurs en tant qu'ailier avec Shallowy, avec Johnny Russell, avec Kiri Shelton, vraiment très bons joueurs. Et puis en attaque, là où il y avait un gros manque l'année passée, ben t'as Pulido maintenant. En défense, ça va bien avec Bessler, avec le Hongrois Barras, avec Graham Zuzi en tant que latéral, Eric Hurtado qui en attaque aussi peut beaucoup aider. Je trouve cette équipe vraiment complète. Je trouve aussi que voilà, ça va être une équipe qui va faire mal. Il y a le petit jeune aussi, Gianluca Buzio, qui est là. Je pense que c'est une équipe qui va faire mal. L'année passée, ils ont vraiment pas eu de chance parce que ils ont eu énormément de blessures. Mais genre, j'ai jamais vu autant de blessures dans une équipe que ce que eux ils ont eu. Et je pense que c'est la raison pourquoi ils ont eu une année vraiment off, puis ça a été très difficile quand les joueurs sont revenus de blessures, ça a été très difficile de remonter la pente. Je pense que cette année, il n'y aura pas de pente. Et on l'a vu déjà lors du premier match qu'ils ont joué à Vancouver. Beaucoup de monde vont dire ouais mais Vancouver ils sont nuls. Non, Vancouver est pas nul. Si vous regardez le match, je vous conseille d'aller voir déjà le résumé du match. Les 3 buts de Kansas City sont tous les 3 des buts extraordinaires, un peu venus de nulle part, que Vancouver pouvait vraiment rien faire, pouvait vraiment pas sauver. Donc bref, pour moi oui, c'est une équipe qui va faire mal cette année à Kansas City. Pour moi, c'est un peu compliqué sur la profondeur aussi. Je pense pas qu'ils vont réussir à tenir toute l'année, mais on n'est pas d'accord non plus sur Portland, que tu mets 9e et que moi je mets 5e. Je vais m'expliquer très rapidement. Je suis pas forcément gros fan de Portland, mais on le sait, je pense, on le sait. Mais c'est un club franchement qui est plutôt bien géré, je le trouve, et ils ont réussi à garder Diego Valeri et Sébastien Blanco. C'est très bon, surtout Valérie qu'ils ont réussi à prendre sans un salaire de joueur désigné. Je crois en Jamie Bobisi. Je pense que ça peut être une année où il commence à réussir un petit peu à avoir un statut qui est plus gros que celui de super sub. Voilà, Bill Tuloma en défense centrale, c'est solide. Ils ont un gardien, Steve Clark, qui a pas mal géré l'année dernière, et puis Jimmy Chara, le nouveau joueur désigné, apparemment c'est lui très très lourd à côté de Diego Chara, son frère, et puis le nouveau joueur de DP, Jaroslav Niezgoda. Il y a de gros recrutements, je pense que ça peut passer très bien. Le Claude Dielna, c'est pas plus mal qu'il s'en soit allé, Zari Valentin aussi.
voilà, je pense que le recrutement est très bon. C'est un peu vieux, mais ça peut être la bonne année, peut-être la dernière année où ils vont jouer avec cette colonne vertébrale de joueurs. Mais pour moi, c'est une équipe qui a sa place en playoff et je trouve que 5e est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je vais aller super vite parce que tu as dit exactement tout ce qu'il fallait dire et tu as dit pour moi le mot-clé dans cette situation-là, c'est que c'est la dernière année où ces joueurs-là qui ont un certain âge vont peut-être jouer ensemble. Et si tu regardes dans l'histoire du foot, la dernière année d'une équipe qui a été très bonne, ça a jamais été une bonne équipe. Regardez, on a vu l'Impact de Montréal quand ils avaient fait la finale de la Ligue des Champions, ils avaient fait la finale de la conférence Est. L'année suivante, ils se sont dit on va garder le même noyau de joueurs. Puis les joueurs étaient un peu trop vieux, puis ils ont fini dernier de la conférence ou avant-dernier, bref, dans les dernières places. C'est toujours comme ça. Vous allez voir en Europe, c'est la même chose. Dès qu'une équipe est un peu trop vieille, on dit ouais, on va les faire encore une année, ça va être bon, encore une année, ça va être bon. Puis c'est là que ça marche pas. Et pour moi, on est arrivé à ce point-là avec les Timbers. Mais Toronto, ça fait 3 ans qu'ils le font et ça marche. Et ils ont remplacé des pièces comme le fait Portland avec Michel et Esdoga. Pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Parce que Toronto a des jeunes joueurs. Portland n'en a pas. Ils n'ont pas de... C'est qui les jeunes? Ebobissi, c'est peut-être le seul jeune joueur. Et après, tu me dis jeune joueur. Il vaut mieux pas avoir des joueurs dans la fleur de l'âge plutôt que des jeunes pour faire une bonne saison réussie. Je te parle pas du futur, mais je te parle d'une bonne saison réussie. Il faut avoir les deux. Du côté de Portland, t'as juste pas de jeunes joueurs. T'en as pas. Je pense que ça suffira très bien pour cette saison, personnellement. On verra. Parce que t'as pas besoin d'un jeune de 18 ans pour réussir une saison, pas forcément, il y a des clubs qui le font sans, mais il y a des clubs qui le font avec. On va passer très rapidement sur Dallas parce qu'on est tous les deux d'accord. Beaucoup de jeunes, du gros talent. Je les ai mis 4e, tu les as mis 5e. Pareil pour Colorado, tu t'as mis 6e et que j'ai mis 6e aussi. Donc 2 clubs très bien gérés. Colorado, très bon recrutement. Dallas, pareil. Et en plus, ça arrive aussi cet été à Dallas. Ils ont énormément de jeunes. Seul petit souci de Dallas, c'est qu'il y aura du monde qui partira à l'Euro et au JO. Mais sinon, sur ces 2 clubs, Dallas et Colorado, on est globalement d'accord. Je pense on a beaucoup parlé de Colorado sur le site d'ailleurs. Donc je vous renvoie là-bas. Mais sinon, quelque chose à dire sur ces 2 clubs? Non, je pense que tout a été dit. C'est de bons clubs, ils ont fait un bon recrutement, puis ils méritent d'être là. Un bon recrutement, ils ont un bon melting pot de jeunes joueurs et de joueurs un peu plus vétérans qui vont pouvoir bien les encadrer. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien voir ce mix-là, ce que je vois pas chez d'autres équipes. Ouais, on va pouvoir en parler parce que de la 7e à la 13e place, on va faire ça un peu évident parce que c'est très compliqué. Il y a forcément énormément d'équipes qui peuvent aller en playoff et j'ai eu du mal, toi je sais aussi, à faire de cette 7e à cette 13e place. On va parler peut-être de quelques points contentieux. Vancouver, toi tu les vois très haut, moi très bas. Je pense que pour moi, malgré Cavani, ça va être un peu la même chose que l'année dernière. Trop de nouvelles pièces, donc ça va pas marcher. Dis-moi qu'est-ce qui va changer cette année à Vancouver, à part Cavani, qui peut faire en sorte que ça passe en playoff. Pour moi, Cavallini, c'est suffisant. On le dit, c'est qui te fait gagner des matchs? C'est un attaquant de pointe. Cavallini est là. La défense a pas changé. À part Daniel Henry qui est parti, mais Daniel Henry, pour moi, c'était le talon d'Achille de cette défense l'année passée à Vancouver. Cornelius et j'essaie de trouver Godoy sont très bons en défense centrale. Je pense que ça va être parfait de ce point de vue-là. On a vu déjà Milinkovic le Serbo-français a réussi à faire une bonne entrée hier face à Kansas City. Moi, j'y crois à cette équipe grâce à Cavallini. Cavallini, c'est toute une pièce, hein. C'est énorme. C'est du même niveau que Pulido. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, comme on l'a dit, entre la 7e et la 10e place, il y a 2-3 points. Donc tout peut changer à ce moment-là. Donc bref, on verra. Moi, je les vois assez haut. Je les vois bien meilleurs que l'année passée, les Whitecaps. Tu les vois qualifiés. Et moi, je vois dernier qualifié, Minnesota. Je sais que tu avais pas été trop d'accord à ce niveau-là, mais je vais juste pitcher Minnesota très rapidement. Ça reste, malgré quelques départs, une équipe très solide à mes yeux. Je pense que déjà, il va y avoir un peu de recrutement cet été aussi. J'avais basé ma prédiction un peu là-dessus aussi. Mais on reste quand même avec Opara, avec Osvaldo Alonso, qui malgré l'âge
ont vraiment sorti des très belles saisons l'année dernière. Je pense que Robin Lod est un peu sous-estimé à Minnesota. Kevin Molino, s'il se reprend bien, ça peut être une vraie solution en tant que numéro 10, à la place de Darwin Quintero qui faisait aucun effort défensif. Et devant, Rodriguez, c'était horrible l'année dernière. Là, franchement, je pense qu'il y a des possibilités. Romain Métanire est toujours là aussi, Ethan Finlay. C'est pas un top club. Ça m'étonnerait pas qu'il rate les playoffs, mais voilà, 7e position. J'y crois. Toi, tu les as mis en 10e, donc bon, on n'est pas non plus à des années-lumière de désaccord. Comme Vancouver, en fait. Comme Vancouver. Ouais, c'est ça. Vancouver, on est quand même. Moi, je pensais plutôt 12e, tu vois. J'ai voyé. Ok, ouais. C'est compliqué. Par contre, San Jose, on est à peu près d'accord. Tu les mets 8e, je les mets 9e. Non, 10e. Real Salt Lake, je les mets 9e, tu les mets 12e. Parle-moi un peu de RSL. Pourquoi cette année, ce ne serait pas la surprise comme chaque saison précédente? Le problème avec RSL, c'est que déjà le fait que Rimando est plus là, le fait que tu as des joueurs, Beckerman, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il signe, ça avait pas l'air trop sûr. Je sais pas, je le sens pas chez le Real Salt Lake cette année parce que je pense que l'équipe, elle a été construite grâce aux vétérans. Oui, il y avait beaucoup de jeunes, mais les deux vétérans qui tenaient un peu tout le vestiaire et tout ce qui se passe, c'était Rimando et Beckerman. Rimando, je pense, de ce que j'ai lu, il allait rester dans le giron du club en tant que assistant, quelque chose comme ça. C'est bien, mais je pense qu'il manque de la qualité chez RSL. Il manque vraiment beaucoup de qualité parce que déjà au milieu de terrain, t'as plus grand monde. Je suis pas très convaincu qu'il signe un joueur de la USL qui était extraordinaire, Michael Chang, qui vient et qui va venir et tout exploser non plus. Je suis pas convaincu du tout de cet effectif-là. J'ai du mal à vraiment viser le pourquoi du comment, mais pense juste au départ. Pense juste au départ. Rimando s'en va, João Plata qui s'en va, Sébastien Saucedo qui s'en va, Jefferson Zavarino qui s'en va. T'as 4 joueurs qui étaient essentiels à l'équipe ces 5 dernières années qui s'en vont en une fois, direct, bye. Je trouve que c'est trop. Après, tu les remplaces par des paris. Justin Meram, qui est en train d'aller de club en club ces 4 dernières années, qui est là, qui est encore un bon joueur, mais combien il va être bon? Zach McMath, qui n'a pas réussi à prendre la place de numéro 1 à Maxime Crépeau, qui était un bleu, il devient le gardien titulaire numéro 1 du côté de Real Salt Lake. Ashton Morgan, qui était même plus titulaire du côté de Toronto, il arrive là. Giuseppe Rossi aussi blessé depuis 3-4 ans. Bref, beaucoup trop de paris pour moi, pas trop de certitudes. Après, les seules certitudes qu'il y a, c'est Glad, Corey Baird, Albert Rusnak qui sont là encore. Mais je pense que ce sera pas suffisant cette année. Et un effectif un peu fait un peu de toutes pièces. On dirait que tu vas chez un antiquaire, puis que tu ramasses plusieurs petits bouts de choses, puis tu les colles ensemble, puis que tu penses que ça va être une œuvre d'art. C'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord, et j'ai un peu la même façon de penser pour Nashville, si on peut parler aussi du bas classement de cette conférence Ouest. Je vois un peu les pièces rapportées. Bon, Dax McCarthy, c'est bien, mais il commence à être âgé. Godoy, c'est pas foufou. Aboudan l'a dit, c'est jamais été un super joueur, même s'il n'y a pas à être titulaire. Voilà, Dave Romney, Lovitz, que Walker Zimmerman, qui me paraît très bon, mais bon, Joe Willis, hier a sorti un match pas vraiment terrible contre Atlanta. Donc voilà, je crois qu'à l'Ouest, on était assez d'accord aussi sur les dernières classes. Houston, c'est pareil. Voilà, je pense qu'on peut un peu conclure ici. Je sais pas si tu as un dernier club à mentionner au niveau de la conférence Ouest. Non, je pense que tout est bon. On a couvert un peu le tout. En fait, on a dépassé le montant d'habitude, le temps qu'on se donne d'habitude. Et puis, je pense que c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on est toujours prêt à écouter vos critiques. Mais c'est ça, c'est notre avis, c'est sûr, en se basant sur l'effectif en date d'aujourd'hui, le 1er mars 2020. Beaucoup de choses peuvent changer. Après, venez pas me dire si jamais Messi signe à Minnesota, c'est sûr qu'ils seront dans les premières places. Hein. Donc, bref, voilà, c'est à peu près tout. Ouais, je suis d'accord, il va y avoir beaucoup de changements et on a vu en voir très très faux. Mais ouais, ça va être la fin de ce podcast. On va s'arrêter là, je pense. Merci Adi, n'hésitez pas à voir notre guide MLS
si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vraiment, on a travaillé pas mal dessus. Et merci à tous ceux qui l'ont partagé et lu, parce qu'il a été très partagé, on en est assez fiers. On a aussi nos paris fous pour la saison 2020 qui sont en ligne. Donc voilà, merci d'avoir resté avec nous, parce que ce podcast a été très long. On vous remercie de votre fidélité, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Adi, je te donne le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter. Bah voilà, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter à part le fait que voilà, on est très content de faire ce podcast-là, puis d'écouter vos commentaires, de lire vos commentaires, et on reçoit beaucoup de bons mots. Merci beaucoup d'être fidèle à Culture Soccer, et croyez-moi, on est toujours en train d'essayer d'innover et d'être créatif et de vous offrir du contenu encore supérieur et vous amener d'autres choses. Vous allez voir dans les prochaines semaines, il y aura de nouvelles choses sur Culture Soccer. Puis c'est ça, si jamais vous avez des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les faire. Ouais, et on vous souhaite une excellente, bien sûr, saison de soccer et de MLS où vous soyez dans le monde et qui que ce soit que vous supportiez. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao.